invités, fidèles téléspectateurs, amoureux de show télévision, bienvenue à votre émission. Aujourd'hui, personne n'ignore qu'il y a une manifestation comme qui défraye la chronique de l'actualité en République démocratique du Congo sur le discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Et sur ce, aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée avec mes deux très chers invités. À ma droite, j'ai Monsieur Adolphe Mokouz, analyste, journaliste, analyste politique et journaliste, à qui je dis bonjour. Bonjour. À ma gauche, j'ai aussi Monsieur Maître, avocat J.R. Ngwala, analyste et panafricaniste. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Avec vous, nous allons juste décortiquer le discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Mais avant d'abord d'y arriver, quels sont, bien, comment analysez-vous d'abord son discours sur le plan de la forme et du fond? Apportons une cause. Vous savez, c'était d'abord un discours fleuve. Ça nous a rappelé l'époque des révolutionnaires avec les Cubains, Fidel Castro qui en avait fait 4 heures. Et Mobutu aussi qui en faisait comme ça. Le problème d'abord, c'est pas... On peut faire un long discours qui n'aboutit à rien. On peut faire aussi un court discours qui aboutit à quelque chose. L'important, ce n'est pas le timing qu'on a fait. Deuxième chose, et puis les Congolais, nous sommes habitués de suivre les fonds et la forme qui nous amène absolument rien. Pour moi, je suis toujours ces gens qui sont trop sceptiques. Je préfère les actions que tout simplement les apparences. Donc pour moi, oui. Parce que nous sommes habitués. Pendant plus d'une trentaine d'années, Mobutu nous avait habitués à tout va changer. Il sera comme avant, le panafricanisme, etc. Mais sinon, ça nous a amené absolument rien. Pour moi, je voudrais bien m'atteler à voir tout ce qu'il a dit et traduit en actes et en action. C'est ce qui va beaucoup m'intéresser. Merci beaucoup. Vous vous êtes focalisé beaucoup plus sur ceux qui seront moins pragmatiques et non sur les apparences. Maître J.R., quelles sont vos impressions sur le discours du chef de l'État? Merci beaucoup pour la parole. J'aimerais préciser quelque chose avant de faire une analyse sur l'adresse à la nation du chef de l'État. Le panafricanisme nous a mené à quelque chose. Si nos pays peuvent se déclarer indépendants aujourd'hui, c'est grâce au panafricanisme. N'eût été le panafricanisme, aucun pays ne serait indépendant. Donc, quand il faut parler du panafricanisme et du vrai panafricanisme, donc du panafricanisme du bloc de Casablanca, il faut penser aux indépendances. Mais quant à l'adresse du chef de l'État à la nation, comme vous l'avez dit, nous devons faire une analyse à 2 niveaux, sur la forme et le fond. Et que cette adresse du chef de l'État sur la forme, tout a été respecté, un bon discours, un bon français. Il a eu tout le temps 2h35 minutes et parler, la salle a été pleine, les gens ont acclamé, ont applaudi. Comme sous l'époque de son prédécesseur, où on a vu les gens acclamer et dire 100 ans, tu retombes, là tu peux encore rester. Donc au moins sur ces points-là, ça atténue. Mais quant au fond, je dirais que le français c'était bien, mais le contenu du message, comme l'a dit mon co-débatteur, je suis aussi pragmatique comme lui. Je ne me lasse pas dans le dire, dans le parole. J'aimerais que le président de la République soit beaucoup plus pragmatique. Parce que quand il s'adresse à la nation, son discours est à 2 niveaux. Il le fait premièrement en bilan de ce qu'il a fait pendant 11 mois et il le promet ce qu'il fera l'année prochaine ou alors les 4 ans restants. Alors, quand il est dit, il devait nous donner des points précis, de précision. Mais il a aussi donné des points précis sur ça. De précision pour dire, je fais ceci et cela, je compte faire ceci et cela. Vraiment des points très essentiels au lieu de rester superficiel. Le président de la République a été dans son discours trop superficiel. Et vous n'êtes pas satisfait au moins partant de son discours? Ne dire que je ne suis pas satisfait, c'est faux, parce que dans son discours, si j'ai retenu 10 points essentiels, 2 ont tiré mon attention et peut-être 8 n'ont pas tiré mon attention. C'est comme ça que je dis qu'il est demeuré superficiel. Et puisque nous sommes en train d'analyser, je vous dirai qu'est-ce qui a attiré mon attention et qu'est-ce qui n'a pas attiré mon attention. Et qu'est-ce qui attire alors votre attention à partir de son discours? Merci beaucoup. Le président de la République a dit des choses que nous déjà nous sommes en train d'analyser sur la nationalité par exemple. Quand il parle de la nationalité,
où il dit, sous l'époque de l'honorable Vital Kamerhe, il y a eu des commissions qui ont existé par rapport aux doubles nationalités. Et que nous n'allons pas nous voiler la face sur ce point. Dans nos institutions, nous avons des personnes qui ont la double nationalité. Mais pourquoi devons-nous continuer à garder la nationalité congolaise une exclusive? Et là, il a vraiment placé le point sur l'I. Et aussi, nous sommes au centre, nous avons 9 pays voisins. Il nous est difficile d'avoir des Congolais 100%. Parce qu'il y a des mariages intercommunautaires. Les Congolais se marient avec les Centrafricains, les Brazzavillais, les Angolais et tous les autres, les Ougandais et consorts. Donc il nous est difficile d'avoir des Congolais 100%. Et comme panafricaniste, cette approche m'arrange. Parce que nous ne devons pas garder le Congo pour nous seuls. Nous devons garder le Congo pour toute l'Afrique. Et que le Congo, qui est le cœur de l'Afrique, devait servir au développement et au bien de l'Afrique. Et là, le président de la République nous a rejoint. Mais où je n'ai pas été satisfait, il y en a tellement beaucoup, mais je vais toucher un bon point. Sur la sécurité, le président de la République, comme ses pairs, parce qu'il avait cité, je crois même comment Patrice Emery Lumumba et consort, dit qu'il est prêt à mourir pour le retour de la paix au Congo. Ah oui. Mais quand il analyse les guerres à l'est du pays, il ne touche pas les problèmes. Les problèmes, ce n'est pas le changement de 11 millions de personnes militaires qu'il a fait déplacer, les a remplacés par 20 millions, parce que depuis par 20 000 plutôt, parce que depuis que les a remplacés, la paix n'est pas encore revenue. Mais le vrai problème de l'Est, c'est à peine, oui. Mais le président de la République, dans son adresse, n'a pas touché le vrai problème de l'Est de la République. Les vrais problèmes de l'Est de la République, ce n'est même pas Paul Kagame qui est devenu son ami. Paul Kagame n'est qu'une marionnette que les Américains, les Anglais, les Français, les Belges se servent. Est-ce qu'il est déjà arrivé à dire à Paul Kagame, comment est-ce que dans ton sol, dans ton pays, toi Kagame, vous ne produisez pas le coltan et vous êtes premier producteur du coltan mondial? Est-ce qu'il a dit ça à Kagame? Le vrai problème, c'est cibler les multinationales et les impérialistes, capitalistes, néocolonialistes qui veulent à ce que la guerre continue à être à l'est du pays pour qu'eux se servent. Et si le président de la République avait touché ces problèmes et avait proposé des pistes de solutions par rapport à ces problèmes, je serais satisfait. Il a encore parlé de l'éducation. 20 000 écoles. Kabila en a parlé. C'est bien. Mais quand il parle des écoles sans parler de la réforme de l'éducation, parce que c'est ce qui pose aussi les problèmes de notre pays. Nous avons quel problème d'éducation? Quels cours nous avons aux universités, à l'école primaire et consorts? Les systèmes nous laissés par les Belges qui même été détruits aujourd'hui. Allons-nous avoir de nouvelles écoles avec ces programmes, avec cet enseignement? J'ai dit non. Vous disiez non, M. Adolphe, partant de points essentiels que le président avait énumérés, et votre co-débatteur a beaucoup plus soulevé sur le problème de la double nationalité. Votre commentaire sur ça? Vous savez, la double nationalité, il a bien dit que nous sommes entourés de 9 pays. Et vous savez, ce sont des Belges qui nous ont imposé ces frontières. Je peux prendre mon cas. Vous savez que nous avons des villages qui sont de l'autre côté de l'Angola et de l'autre côté. Si vous arrivez au Katanga, vous allez trouver que les grands chefs des Around, ils dirigent ceux qui sont dans l'Unda Nord. Les grands chefs de Tchokwe, Moitié-Tiseng, ils dirigent les Tchokwe qui sont en Angola. Mais il y a aussi des peuples qui ne sont pas de part et d'autre, c'est comme les Baluba. Les Baluba restent toujours au centre, ils ne sont pas de part et d'autre. C'est aussi différent. Mais il faut aussi comprendre que dans ces panafricanistes, il faut être malin, prudent. Parce qu'à l'est du Congo, quand on parle de l'est du Congo, beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe. Est-ce que vous êtes déjà à l'est? Vous avez été déjà à l'est pour comprendre ce qui se passe à l'est. À l'est, quand vous parlez par exemple que nous devons... Il y a des gens qui croient qu'on doit haïr Paul Kagame, on doit haïr les Rwandais. Mais allez à Goma, vous allez trouver que la grande partie, 50% des gens de Goma se sont mariés avec les Rwandais. Donc ce sont des noms comme on l'a dit. Donc ils sont mariés avec les Rwandais. Les problèmes qui se posent, ce n'est pas que le président va se lever comme maintenant. Quand on dit que le président doit... Qu'est-ce que le président devrait dire? Il doit dire les Belges arrêtez de nous piller, ils continuent à nous piller. Pendant qu'ils ont donné l'indépendance qu'ils disent là, ils sont tentés de nous dominer. Depuis ce temps-là, Kwame Nkrumah était là, ils ont même... Ce sont ces Belges qui ont élevé Kwame Nkrumah. Ils ont élevé tous ces gens que vous connaissez, des Sédar Senghor. Ce sont ces Français qu'ils ont élevés. C'est-à-dire, en réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Et le problème se trouve à quel niveau? Voilà. Mon problème est que la guerre de l'Est, non seulement qu'elle est liée aux intérêts des multinationales, la guerre de l'Est demande aussi la conscience des Congolais. Parce que les Rwandais rentrent pas par et même par leur propre volonté. Il y a des Congolais qui sont des connivences
avec ces Rwandais. Donc la première chose que nous devons faire, nous les Congolais, pour avoir la sécurité, c'est d'avoir d'abord l'amour, être des chauvins, avoir l'amour du patriotisme. C'est à ce moment-là qu'on doit mettre fin à ces guerres. Qui favorise ces gens-là? Qui casse ces gens? Si aujourd'hui on tue à Béni, comment ces gens-là peuvent entrer en pleine ville et tuer vous qui êtes la population? Vous ne les voyez pas. Ils habitent chez vous. Et ils sont des venants. Ils sont venus, les FDR, ils viennent de Ouganda, ils ne sont pas de chez nous. Comment ils arrivent à s'installer quelque part où nous, les Congolais, nous ne savons pas les situer? C'est-à-dire, il y a la part des Congolais. Comme Kabila l'avait dit un jour, malgré que les gens ne l'aiment pas, Kabila a fait aussi des choses sur lesquelles on doit toujours se référer. Il a dit, je n'ai pas réussi à changer la mentalité des Congolais. Et comme aussi c'est l'une de ces deux phares du chef de l'État, est-ce que lui sera en mesure de réussir avec le changement de mentalité? Non, réussir, pour moi, c'est difficile. D'abord, avec les mandats de 5 ans, un chef de l'État ne peut pas réussir dans un grand pays comme le Congo. C'est impossible, même pas la magie. Tous ceux qui peuvent passer pour vous dire dans 5 ans, je veux faire changer le Congo, il sera immenteur. Moi, je vous donne ma main à couper pour vous dire que le Congo, il a une crise profonde et nous avons des besoins multisectoriels. C'est impossible que dans 5 ans, on puisse arriver à réaliser quelque chose au Congo. On peut jeter des jalons, oui, mais on ne réalisera absolument, à moins qu'on ne connaisse pas le Congo. À moins qu'on ne connaisse pas le Congo. Je reviens aussi pour cette notion de double nationalité. Vous savez d'abord que nous en avons déjà. Quand vous avez des frères qui partent en Europe, il n'y a pas longtemps, on a reçu une dame qui est de Bandundu, on l'a présentée à la télé nationale, que c'est notre sœur, il travaille dans le Parlement belge. Là, nous sommes contents d'avoir une autre sœur qui est dans le Parlement. Nous reconnaissons déjà ces choses. Pourquoi, moi je vais aller plus loin, pourquoi refuser à un Libanais qui est né ici, qui a la capacité de lever le Congo, d'être un bourgmestre par exemple? Pourquoi vous allez les refuser? Sur base de quoi? Il connaît tout de chez nous. Mais les Kambamabélé, aller à la présidence, vous allez trouver que tous les conseils qui viennent de l'Europe, ils ne connaissent rien du Congo. Ils ne conseillent rien pour le chef de l'État. Je suis le premier qui décrit cela. Ils ne connaissent pas Bumbu, ils ne connaissent pas les réacteurs de Bumbu. Il va conseiller les présidents sur base de quoi? Et quand même, pas parler de réformes, ils vont faire des réformes. Les gens qui doivent faire des réformes, qui doivent donner cette impression, ce sont des conseillers qui ne connaissent rien du Congo. Comment ils vont faire des réformes? Sur base de quoi? De l'imagination ou de ce qui rêvent de l'Europe? C'est ça le problème. Lorsque vous énumérez que c'est difficile que le chef de l'État puisse changer la mentalité des Congolais. Et je reviens pour l'éducation, parce qu'il a parlé aussi de l'éducation. L'essentiel d'abord, c'est d'apprendre. Quand quelqu'un apprend d'abord à lire et à écrire, c'est déjà un grand pas. Vous voyez? Si nous apprenons d'abord à lire et à écrire, c'est déjà un grand pas. Vous savez, un homme qui n'est pas éduqué, on peut l'utiliser facilement. Ça fait partie des techniques de Marconi qui avait fait que pour assouvir un peuple, il faut enlever l'éducation de ce peuple. Un homme qui n'a pas étudié, on le manipule facilement. C'est pourquoi vous allez trouver maintenant à l'Équateur, quand ils vont voter, ils disent ceux qui n'ont rien à voter. Il ne sait pas que ce qu'il a fait là, il a donné le mandat 5 ans à quelqu'un. Et 5 ans, quand vous revenez encore, vous lui donnez un polo, vous lui donnez un manger, il vous vote encore. C'est-à-dire l'éducation est très capitale. Pas c'est conditionnel, l'éducation de base est constitutionnellement recommandée. Ce qu'il a fait, c'est un pas. Moi, je soutiens ce qu'il a fait. Qu'on doit d'abord faire un pas, deux pas, et à la fin, on doit tomber dans d'autres choses. Même les gens qui vont dire que quand on fait la gratuité, comment était la qualité? Mais sans la gratuité, la qualité était comment? Comment est-ce que vous pouvez accepter que quelqu'un, un parent qui paye $400 régulièrement, on doit accepter à son enfant de redoubler la classe? On ne l'acceptera pas. Donc, nous trouvons que ce n'est pas l'argumentaire solide. L'argumentaire solide, c'est quoi? Commençons d'abord à faire des écoles. Évoluons, cherchons maintenant quelles sont les conséquences. Qu'est-ce que nous avons croisé comme ambition et nous allons le développer. Donc, les premiers pas, faisons d'abord les écoles, donner la capacité à nos enfants d'étudier, d'apprendre quelque chose, de réfléchir. Parce qu'un homme qui n'est pas instruit, il réfléchit difficilement. Monsieur Adolphe, partant de vos analyses, est-ce que le président de la République, en faisant son bilan de 11 mois, n'est-ce pas qu'il est tenté aussi de battre campagne aux élections de 2023? Mais vous savez, un président est toujours en perpétuelle campagne. C'est dans quel pays où le président n'est pas en perpétuelle campagne? Dans quel pays? Il est président et quand on fait les partis politiques, c'est pour maintenir le pouvoir. Et tout ce qu'il doit faire, c'est le marketing. Le problème, c'est de comprendre l'histoire d'une manière pragmatique et scientifique. Le problème qu'on nous a donné au Congo, la possibilité de ne pas réfléchir. Un président, toutes ces actions qu'il fait, toutes les actions qu'il fait, tous les actes qu'il pose, c'est en
en reconnaissance à ce qu'à l'avenir, je dois regagner encore la conversation. Lui-même a dit, il a dit qu'il sera redevable en 2023. C'est lui qui sera redevable. Il a dit, c'est-à-dire, ça doit être ça. Mais le problème, c'est d'arriver à concrétiser ce qu'il a dit. Prenons le programme de 100 jours, mais c'était devenu, après 100 jours, les gens sont en train de changer le programme de 100 jours des présidents. Après 8 mois, j'ai vu les mamans qui réclamaient, des syndicalistes, ils disent que le président nous rappelle dans le programme de 100 jours. Et après tout, nous sommes dans quel pays? Les 100 jours, c'est 3 mois et quelques 10 jours. C'est déjà passé. Nous sommes au-delà de 100 jours. Quelqu'un réclame que le président... Vous voyez dans quel pays nous nous retrouvons. Et quel sera alors le sort lorsqu'il revient sur les élections en 2 tours? Parce que battre campagne, c'est bien. Maintenant, lorsqu'il revient sur les élections en 2 tours, quel sera au moins le sort en République démocratique du Congo? Bon, les élections en 2 tours, j'ai approuvé cela pour un fait. Un fait est que quand il y a les élections dans 2 tours, on est quand même à mesure d'élaguer quelques suspicions, c'est-à-dire quoi? C'est comme maintenant on dit que non, il a triché. Mais quand il reste 2 candidats en face, il y a des coalitions, c'est-à-dire les dons échangent. Mais ça, c'est d'un côté. Le deuxième côté de ces élections de 2 jours qui ne tient pas avec les Congolais, parce que les Congolais, même s'il y aura des élections de 2 tours, il y aura toujours des contestations. Deuxième chose, c'est quoi? Comme les hommes politiques congolais, ce sont des vendeurs, ce sont des commerçants, pour bien dire. Je ne les insulte pas. Ce sont des commerçants. Vous allez trouver que quelqu'un, il a posé sa candidature en croyant que quand je vais, il sait qu'il va échouer. Et quand je vais échouer, je vais me rallier déjà derrière le maître pour que nous puissions nous distribuer, nous partager encore les postes ministériels. C'est à ce moment-là, les 2 tours seront encore comme l'épine dans l'engrage de la formation du gouvernement. C'est-à-dire, les gens qui vont dire, nous t'avons soutenu, nous avons aussi part à tel poste et à tel poste. Vous voyez que ça se met à dire, c'est ce qui est essentiel. Qu'il y ait 2 tours ou 1 tour, le problème est qu'on puisse arriver à conscientiser d'abord le peuple congolais, qu'ils arrivent à voter utile et comprendre quel est l'engrenage du pouvoir. C'est juste ça. Merci beaucoup, Adolphe. Vos impressions par rapport à tout ce que M. Adolphe vient de dire sur les bilans de 11 mois du chef de l'État ainsi que les élections en 2 tours. Mais 11 mois, il a échoué, l'avenir qu'il a inauguré, ça n'a pas fait même 1 mois. Merci beaucoup. Je crois que... Et le point est tombé, le point là je crois que je veux aller, pour ne pas dire M. Adolphe, camarade Adolphe, parce qu'en le suivant, je suis en train de sentir une réflexion panafricaine en lui. Mais au moins, je pense que dans 5 ans, un président de la République peut faire quelque chose. Quelque chose, c'est possible. Mais pourquoi nos présidents, surtout en Afrique, nous disons en 5 ans, ne vont pas réussir? Parce qu'il arrive président, il a 10 cahiers de charges. Il a un problème de sécurité, il a un problème social, il a un problème sanitaire, il a ceci, cela, et dans tout cela, il ne peut pas réussir. 5 ans, c'est peu. Mais sous d'autres cieux, un président qui arrive avec un programme précis. Moi, pendant mon quinquennat, je ferai ceci. Un exemple beaucoup plus concret. Le camarade dit, le problème c'est éduquer l'homme congolais. Et lorsque l'homme congolais est éduqué, c'est alors qu'on a refondé une base. Et nous aurons un Congolais nouveau avec lequel nous pouvons commencer à faire quelque chose. Pourquoi ne pas se faire sous ce quinquennat un objectif principal, c'est l'éducation du Congolais. Laquelle éducation ne doit pas continuer à être sur le modèle belge, franco-belge. Non. Une éducation, non seulement savoir lire et écrire, mais aussi revenir à l'école autour du feu, où on nous a relaté l'histoire de la famille, l'histoire du clan, l'histoire du pays. Ces enfants, ou nos ancêtres qui n'ont pas su écrire ni lire, maîtrisaient bien l'histoire. Parce que nous ne pouvons pas parler du développement sans faire un pas en arrière, sans nous connaître. Nous devons nous connaître. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où sommes-nous et où allons-nous? C'est ça. Je suis dans une école panafricaine et c'est cette approche panafricaine que nous donnons. Nous devons apprendre notre propre histoire d'abord, au lieu de lire l'histoire étrangère. Lorsque nous allons apprendre notre histoire, lorsque nous allons comprendre ce que nous sommes, c'est alors que nous allons poser des jalons pour développer. Et partant de tout ça, faut-il revoir encore l'éducation, le système de l'éducation? Nous n'avons pas d'éducation. Peu importe un parent qui a payé 400 $, et que son enfant doit passer des classes. Nous n'avons pas d'éducation. Et que préconisez-vous alors? J'ai dit, nous devons revoir notre système éducatif. Les enfants ne connaissent pas Kimpavita. Les enfants ne connaissent pas Lumumba. Les enfants ne connaissent pas Kimbangu. Même les adultes,
Quand vous leur parlez de Kimbangu, de Kimpavita et consorts, ils croient que c'est l'église des Noirs, ils croient que c'est les Binzamizam, ils croient que c'est la sorcellerie. Alors que même sous le joug colonial, Kimpavita, Kimbangu ont joué un rôle très important pour nous libérer. Vous savez, les Haïtiens ont une considération totale de Kimpavita. Parce que si Haïti et d'autres pays ont eu à être libres, parce qu'ils se sont inspirés de la lutte menée par Kimpavita. Mais par rapport aux élections à 2 tours, je crois que le président de la République, qui lui-même venait de l'opposition, et là, avant de dire ce que je dois lancer un appel vibrant au président de la République, qu'il devrait cesser de vanter, de louer, de faire le culte de la personne de Joseph Kabila. Si lui le fait, en forcerie tous ceux qui sont derrière lui. Nous avons eu des élections, ce n'est pas par la bonne volonté de Kabila. Les élections, c'est un droit du peuple congolais. Et si Kabila en est le facilitateur, on aurait dû avoir les élections en 2016. Si nous avons eu les élections en 2018, c'est parce que Kabila ne voulait pas. C'est sous sacrifice. Rossi Mukendi, Jacques Kouloula, Thérèse Kapangala. Tout ce que nous avons vécu dans la ville ici. Et lui-même, le président de la République, était dans l'opposition. Il a marché pour qu'on ait les élections. Ce n'est pas grâce à Joseph Kabila. C'est mauvais de revenir sur ça. Ce n'est pas grâce à Joseph Kabila. C'est un droit des peuples congolais. Et s'il continue à vanter Joseph Kabila, j'ai peur que le président de la République ne puisse pas organiser les élections. Parce qu'il pense que les élections, c'était un cadeau que Joseph Kabila nous a donné. Non, c'est un droit des peuples congolais. Et parce qu'il était en opposition, il sait qu'au premier, avant les élections qu'on a eues en 2018, ici le 30 décembre 2018, les élections de 2011 étaient quand même des belles élections, à 2 tours, et ça nous a permis d'élire d'abord les députés nationaux et toute la liste des présidents de la République, et puis 2 personnes qui sont restées et les députés provinciaux. Donc, ça permet à ce que déjà les députés nationaux soient connus, on a le temps de traiter les dossiers, de suivre, de dépouiller, de faire tout consort, on n'est pas pressé. Merci, et quand on vient à tour, ce tour unique a été préparé pour la tricherie. Le tour unique a été préparé pour que Kabila favorise son candidat. Et les deuxièmes tours ne seront pas privilégiés pour la tricherie. Je t'ai dit, le peuple congolais qui est en train d'être éduqué aujourd'hui, surtout nous, le panafricaniste, nous sommes en train d'éduquer le peuple sur l'auto-prise en charge et la détermination. Et si cette fois-ci nous allons aux élections en 2023 et que le peuple donnait confiance, par exemple, renouveler confiance au président de la République ou donner ça à quelqu'un d'autre, il n'y aura personne qui va revoir cette décision du peuple, sinon il rencontrera le peuple sur son chemin. Nous sommes en train de travailler pour ça. Merci beaucoup, Maître JR. Oui, je savais que vous allez justement compléter. Avant de compléter ce que lui a dit, voilà, je vais juste vous demander, est-ce que partant de... Quand le chef de l'État rend hommage à son prédécesseur, est-ce qu'il va continuer avec la politique de Joseph Kabila ou bien il va rompre sa politique? Mais la politique en soi, c'est la continuité. Il n'y a pas un seul pays au monde qui s'est développé sans la continuité. Il y a des ruptures qu'avec les mauvaises choses et les mauvaises pratiques. Et on risquera dans 5 ans de ne rien faire aussi, parce qu'il sera là. Je vais y revenir. Ah oui. Rendre hommage à Kabila n'est pas mauvais. Je suis en face du maître qui parle du panafricanisme. Nous, les Africains, nous sommes reconnaissants. Nous, les Africains, ne sommes pas égoïstes. Le mot égoïste, si vous allez dans nos langues, c'est difficile de traduire le mot égoïste. Parce que nous n'avons pas la haine, ça y est. Mais le mot égoïsme, je parle parfaitement les 4 langues nationales. Trouver l'équivalent, c'est juste l'équivalent de l'égoïsme. Et non pas l'égoïsme comme tel comme mot. Dans nos langues, ça n'existe pas. C'est parce que nous ne sommes pas égoïstes. Nous sommes reconnaissants. C'est-à-dire, quand on dit on remercie Kabila, on n'a rien fait de mauvais. Pourquoi? Parce que Kabila était à mesure avec tous les constitutionnalistes que nous respectons comme Bouchard, qui avait voulu que les élections se passent au niveau du Parlement, malgré qu'il a vu que c'était l'essai. Nous avons vu des imminents professeurs passer à la télé pour commencer à nous expliquer les théories sur lesquelles Kabila a fait un mandat, comme on a modifié le système de 2 tours à 1 tour. Il a la possibilité de revenir. Tous ces gens avaient préparé des ingrédients pour que Kabila revienne. Vous voyez? Oui. Kabila a contribué dans ces élections. D'abord, en respectant la Constitution, nous devons le féliciter, l'encourager pour qu'il puisse rester dans ces positions-là, qui n'aiment pas l'ambition de retourner. Moi, j'encourage de continuer à les féliciter. Deuxième chose, Kabila qui a
organiser les élections avec nos propres moyens. Retournons, vous suivez les internets, vous voyez que les Belges, les Français, les Allemands, avant même qu'il y ait des élections, ils avaient un candidat qu'ils plébiscitaient. Les images sont là, personne ne peut les refuser. C'est-à-dire ces gens-là, quand ils vous donnent la monnaie pour organiser des élections, ils vous imposent même leurs propres candidats. Quel était le mauvais côté de Kabila pour avoir organisé les élections avec nos propres moyens? Donc c'est quelqu'un à féliciter. À féliciter parce qu'il a abandonné d'abord, parce qu'il avait la capacité. À son âge, il méritait de s'imposer avec l'armée, tout ça, et personne ne pouvait. Ou les Congolais pouvaient aller plus loin. Avec quoi? Parce que même la marche qui dit où il y a eu la mort de tous ceux qu'il a cités ici. La marche là a continué combien de fois? Il y a des prêtres qui ont commencé à faire des tours dans la salle paroissiale et ça s'est arrêté. Cette marche n'a pas évolué. Il y a Christ qui nous signale, ça nous reste moins peu de temps. Est-ce que faut-il, d'abord vous n'avez pas répondu à ma question, faut-il continuer toujours avec la politique de Joseph Kabila ou bien non, si Kabila avait fait la politique par exemple de 5 chantiers, notre pays c'est un chantier, il fallait maintenant concrétiser les chantiers tout simplement en activité, parce que les chantiers, c'est là où on dépose les matériels, où on fait absolument rien. Donc sur ces plans-là, personne ne peut dire que Kabila avait promis quoi? 5 chantiers, c'est-à-dire les chantiers n'est pas la construction. Donc néanmoins, il a posé les jalons pour qu'on puisse aller. Maintenant, il fallait passer à l'action. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas continuer. Mais si les plans de la démocratie, là où ça n'a pas marché, parce que nous sommes dans un pays démocratique, il fallait améliorer. Et sur les plans, mais maintenant même la démocratie, on voit que ça devient comme les libertinages. Sur les plans, par exemple, de l'organisation, la manière où l'organisation financière et la gestion financière était organisée, il faut faire des réformes. Ça, je suis d'accord. Mais la continuité existe parce que les pays existent et la continuité, les institutions existent, il y a la continuité. Il y a la continuité lors de son accession au pouvoir. Le chef de l'État fait que promettre. Et partant aussi de son discours, il ne cesse aussi de promettre. Sera-t-il pragmatique dans 4 ans qui nous restent moins? Donc vous savez, quand vous promettez beaucoup à un certain moment, vous risquez d'oublier même si vous avez promis. Vous voyez un peu ça? Mais sinon, il n'est pas exclu de rêver ou d'avoir des promesses sur lesquelles on va marcher. Même pas dans la Bible. On a plus de 2000 promesses. Donc vous voyez qui concerne l'humanité. Et c'est ça le problème. Le problème est qu'il fallait nécessairement, comme je rejoins un peu le mettre sur un point, il fallait se focaliser sur un point, dire aux Congolais que vous le voulez, que vous ne voulez pas. Moi, j'attaque par exemple les secteurs agricoles. Pendant ça, parce que les massango qu'on est tenté d'aller acheter en Zambie, c'est aberrant. Les maïs, ça fait 3 mois. Moi, j'ai cultivé les maïs. C'est pas les gens qui sont venus de l'Europe, ils ne connaissent rien. Après 3 mois, nous avons les maïs. Mais vous allez signer le contrat avec les Sud-Africains, ça doit prendre au moins 8 mois pour commencer à vous avoir. Alors que nous produisons déjà ici. Donc, vous voyez un peu ça. Donc, il pouvait se poser des Ngaï et Zagaka Massangoda. Il part dans ce domaine, il nous laisse avec ça. Et nous pouvons nous développer, qu'on le vote ou qu'on ne le vote pas, néanmoins, il a laissé une ligne sur laquelle nous nous sommes retrouvés. Merci beaucoup. Maître, vous ajoutez par rapport à tout ce qu'Adolphe vient d'épingler. Oui, le camarade Adolphe a raison quand il dit, par exemple, que le président devait vraiment avoir un point pour bien aller. Sur l'agriculture, par exemple, parce que les minéraux, on ne se retrouve pas, pour permettre quand même à ce que le social des Congolais revienne. Mais, sur la continuité, j'ai dit non. Je dis non. Heureusement que le camarade a dit, lorsqu'il y a des points faibles, il y a des points négatifs, il faut une rupture. Sincèrement, durant 18 ans, Kabila nous a conduits dans le geôle, dans le gouffre. Et que si aujourd'hui le président de la République et son gouvernement disent suivre la trace de Kabila, où il n'y a que des chantiers, comme il a dit, il y a des matériels qu'on a déposés et qu'on sort, qu'on ne va pas construire, qu'on ne va rien faire. Et quels sont ces matériels qu'on a menés au chantier? C'est la corruption. Et partant aussi de son discours, il a demandé aux opposants ainsi qu'au peuple congolais de bannir la haine et de lui accompagner tout autour de son... Oui. Je crois que je vais peut-être, parce qu'il n'a pas de temps fini par là, mais j'allais dire qu'il fallait couper. Parce que même Kabila lui-même a dit, quand le camarade est en train de vanter les éminents professeurs ici, Kabila a dit qu'il a cherché 15 personnes pour l'aider, il ne l'a pas trouvé. À l'époque de Lumumba, il n'y avait pas de professeurs d'université. Ils étaient des évolués. Ils ont pu mettre les Belges à terre et amener ces pays à l'indépendance. Aujourd'hui, nous avons tant de professeurs d'université, de grands professeurs alors. Voilà où nous sommes. Ces professeurs viennent pour défendre leurs intérêts. Quand c'est
de leur côté, ils sont capables de vous sortir toutes les théories des universités possibles pour dire qu'ils sont dans le bon alors qu'ils sont dans le faux. Et pour défendre le faux, ces professeurs viennent. Kabila les a défiés devant le Parlement. J'ai manqué 15 personnes, aucun professeur, ils ont tous d'ailleurs acclamé, mais aucun ne disait nous sommes à côté de Kabila, comment il doit manquer 15 bonnes personnes. Mais au moins, vous avez dit le président de la République devait juste être pragmatique. Pragmatique. Le président de la République, comme nous avons dit, qu'il laisse un peu les discours. Le Congo a connu tant de discours. Vraiment, parce que dans son discours, quand il promet, il dit l'année prochaine, je ferai ceci, cela. Il ne sait pas ce qui arriverait l'année prochaine. Et qu'il peut y avoir certaines urgences auxquelles il doit d'abord répondre et oublier ce qu'il avait promis. Je conseillerais au président de la République d'être beaucoup plus pragmatique. Il a un directeur de cabinet qui, lorsque Vital Kamerhe a créé l'UNC, il est passé comme Lula pour Brésil. Et à lire les propositions qu'avait Vital Kamerhe, nous disions, une fois Vital Kamerhe au sommet de l'État, le Brésil vient et nous sommes développés. Et si Vital Kamerhe, pendant un temps, ne pouvait pas s'exprimer librement, et qu'aujourd'hui, il est le premier collaborateur du chef de l'État. Donc, ils discutent ensemble avec le président de la République sur la politique de la nation, et il doit mettre son intelligence maintenant pour qu'en 2023 ou après, qu'on leur donne confiance. Et Vital Kamerhe qui a toujours vanté Kimbangu, qui a toujours vanté Kimpavita, qui a toujours vanté Lumumba, qu'il voit un peu la lutte de ces vrais panafricanistes. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour sortir l'Afrique et nos pays dans le gouffre sous le joug colonial, et qu'est-ce qu'ils pouvaient faire aujourd'hui pour booster le développement? Et c'est possible. Merci beaucoup. Et c'est possible. Nous sommes arrivés à la fin. Votre message, votre mot tout autour. Je crois que parce que nous avons parlé du président de la République et de son discours, j'aimerais m'adresser aujourd'hui comme Congolais, avocat panafricaniste et lumumbiste extrémiste, à mon président de la République, que le président de la République devrait écouter son peuple. Et lorsqu'il a présenté le 100 jours, il avait dit quelque chose de très capital, qu'il serait en face de la nation ou en face des peuples chaque 3 mois après pour leur faire compte. Et l'UDPS, personne ne me contredira, est un parti socio-démocrate. Et si le président de la République est de l'UDPS et qu'il est dans un parti socio-démocrate, le socialiste, quelle est leur arme? C'est le peuple. C'est leur parler de temps en temps. Les écouter. Adolphe, nous sommes arrivés à la fin. Votre mot de la fin avant de boucler cette émission. Encore, moi j'ai toujours dit quelque chose. Si il m'était donné l'occasion de parler au président, c'est-à-dire tout simplement de se débarrasser de l'entourage de tous ces messieurs qui sont venus de l'Europe. Et ils vont le mettre les bâtons dans les roues. Deuxième chose, le président a pour opposants vrais les gens de FCC. Ce sont eux qui combattent pour lui remplacer. Quand quelqu'un dit j'aspire à la présidence dans 2023, comment il va vous aider à réussir? Parce que si vous réussissez, vous passez encore. Donc je ne vois pas qu'il y a déjà une contradiction. Donc qu'il se débarrasse de cet entourage de la diaspora et qu'il puisse aussi se chercher à ce qu'il puisse bien vérifier ses relations avec FCC. Merci beaucoup. Nous voici arrivés à la fin de cette émission. Aujourd'hui, l'honneur était de nôtre pour recevoir les deux analystes, M. Adolphe ainsi que M. J.R. Ngwala. Je vous remercie sincèrement d'avoir participé à cette émission. J'ai dit aussi merci à Chris ainsi qu'à Def qui était derrière la caméra. J'ai dit merci à l'assistante de M. Apollinaire. Aujourd'hui, l'honneur était de notre côté de décortiquer le discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Ne zappez pas. Voulez-vous juste participer à cette émission? Contactez-nous au numéro qui sont affichés en bas de vos écrans. Vous serez le bienvenu et pourquoi pas à pouvoir participer aussi à cette émission. Quant à moi, je vous souhaite encore bon suite des programmes. Au réel plaisir d'avoir un nouveau numéro prochainement. Restez scotchés et branchés au programme de Show Télévision. Au revoir.